Pourquoi la France se réarme en silence? Et qu'est-ce que cela cache véritablement? Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais la France est en train de changer de visage discrètement. Pendant que le peuple débat sur l'inflation, les grèves, la réforme des retraites, en coulisses, le gouvernement injecte des milliards dans les munitions, les blindés, les missiles. Et ce n'est pas une réforme, c'est un changement de doctrine. On ne parle plus d'économie, on parle désormais d'économie de guerre. Et si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, la suite va te faire réfléchir. C'est pas demain l'économie de guerre, c'est là. Et on accélère encore. Entre 2024 et 2030, la France prévoit de dépenser 400 milliards d'euros dans la défense. Tu m'as bien entendu, 400 milliards. C'est un plan colossal, voire même historique, et ça concerne tout. La production des munitions, la modernisation des blindés, la relance des chaînes de fabrication d'armes et la montée en puissance du nucléaire. Ce n'est plus une défense minimale, c'est une logique de préparation à un choc. Et donc, pourquoi ce virage? Officiellement, c'est une réponse au contexte géopolitique. L'Ukraine, les tensions avec la Russie, l'instabilité du Sahel, la Méditerranée. Mais dans les coulisses, ce plan militaire répond aussi à une vision plus large. L'autonomie stratégique, la fin de la dépendance industrielle à l'étranger et surtout la perspective d'un monde de plus en plus instable. Tu le vois peut-être pas, mais les équilibres du monde sont en train de s'effondrer. Et les pays qui dominent demain seront ceux qui auront les moyens de se défendre seuls. L'économie de guerre, c'est aussi du business. Ce n'est plus qu'une stratégie militaire, c'est un redémarrage industriel. Des milliers d'emplois dans les usines d'armement, des contrats massifs pour les entreprises françaises, Dassault, Thales, Nexter, Safran. Et si tu penses que la guerre ne rapporte rien, regarde les chiffres des États-Unis depuis la guerre en Ukraine. Le complexe militaro-industriel est l'un des piliers économiques les plus puissants du monde. Alors oui, la France se réarme, mais elle réarme aussi pour relancer une industrie. Et ça, c'est une carte que peu de gens voient venir. Qu'est-ce que cela signifie donc pour nous? Quand un pays investit autant dans la défense, c'est qu'il se prépare à vivre dans un monde dur, violent, brutal. Et ça, c'est une alerte. Parce que pendant qu'on est distrait, que l'attention collective est absorbée par TikTok, Netflix ou les polémiques futiles des décideurs, eux, anticipent un effondrement possible. Et quand un pays comme la France parle d'économie de guerre, c'est qu'il ne croit plus en la paix comme l'horizon stable. La vraie question, c'est pas pourquoi la France dépense autant pour la guerre, mais plutôt qu'est-ce que les dirigeants savent que nous, on ignore. Parce qu'un pays qui s'arme en silence, c'est souvent un pays qui sait ce qui arrive. Et toi, tu regardes cette vidéo, peut-être dans le confort de ta maison, mais dans quelques années, ce confort pourrait devenir un luxe. Prépare-toi, comprends les enjeux et surtout, réveille-toi. Depuis toujours, on croit que la guerre, c'est l'affaire des États. Mais aujourd'hui, un nouveau joueur est en train d'entrer dans l'arène. Les milliardaires. Des investisseurs, des entrepreneurs, des fonds privés injectent des milliards dans l'armement. Pas pour défendre une cause, mais parce que la guerre est devenue rentable. Je dis bien très rentable. Et tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi c'est peut-être l'une des évolutions les plus dangereuses de notre époque. Depuis 2017, plus de 25 milliards de dollars ont été investis dans la défense par des acteurs privés aux États-Unis. Pas le Pentagone, pas la Maison Blanche, mais des gens comme toi et moi. Sauf que eux, ils ont des milliards. Et ils misent sur quoi? Sur des startups qui font des drones autonomes, des systèmes de détection ultra puissants, des IA de combat, des satellites militaires, etc. Tu connais peut-être Palantir, Anduril, SpaceX et Starshield. Ce ne sont pas des projets secrets, ce sont des entreprises financées comme des startups de la tech. Sauf qu'elles fabriquent des outils pour la guerre. Alors pourquoi les riches misent-ils autant là-dessus? Parce que c'est prévisible, parce que c'est solide, parce que
c'est soutenu par l'État américain. Le ministère de la Défense US ne signe pas des contrats de 6 mois. Il signe des partenariats de 5, 10, 15 ans. Et les montants sont gigantesques. Un investisseur qui met 10 millions dans une app de livraison, il peut tout perdre. Mais s'il met 10 millions dans une IA militaire que le Pentagone valide, il sécurise son avenir pendant 10 ans. Et là, tu comprends que la guerre est en train de devenir un véritable marché. Et ça change quoi du coup pour le monde? Avant, les armes étaient produites par des industriels d'État, des mastodontes contrôlés, surveillés, régulés. Aujourd'hui, ce sont des jeunes startups agiles, rapides, innovantes et surtout sans filtre moral. La logique est simple. Si ça marche, on vend, peu importe les conséquences. Et les États ne freinent pas. Au contraire, ils achètent. La frontière entre Silicon Valley et le champ de bataille est en train de disparaître. Et ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de dépendance. Parce que si demain on veut se défendre et que toutes les technologies clés seront détenues par des boîtes américaines, alors on ne décide plus, on obéit. Quand l'argent commence à façonner la guerre, le monde entre dans une zone dangereuse. Parce que la guerre devient un produit, un business. Et chaque guerre, au lieu d'être un drame, devient une opportunité d'investissement. Est-ce qu'on contrôle encore le monde dans lequel on vit? Ou est-ce que ce sont ceux qui financent les bombes qui contrôlent notre destin? Et il y a toujours ce besoin qui revient parce que je parle toujours ici de l'effet de levier. Parce que on a compris à travers ces différentes années que avoir un effet de levier pour l'Europe, ça allait être quelque chose de fondamentalement changeant parce que ça allait être un game changer sur le territoire et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une situation assez critique. Donc, il faut le dire, il faut déjà premièrement le reconnaître et savoir que même si aujourd'hui, je m'achète un iPhone qui peut être un iPhone qui vient des États-Unis ou bien de la Chine ou etc., on doit comprendre aujourd'hui que les enjeux ont changé. Les enjeux ne sont plus d'ordre tactique, mais elles sont plus d'ordre stratégique. Ce qui veut dire qu'il faut revoir fondamentalement la structure dont les choses avaient été configurées, voire mise en étape. Donc fondamentalement, on peut voir ici avec une étude qui nous parle de plusieurs émane d'un certain nombre de choses que nous devons prendre en compte. Donc voir pourquoi l'Europe est absente des grandes révolutions technologiques, pourquoi on n'a pas encore notre Google, notre Tesla ou notre Apple. Et pourquoi, malgré tous nos talents, on regarde les États-Unis et la Chine faire la course en tête. C'est pas une question de compétence. C'est pas une question de génie. C'est une question de choix. Et ce choix, c'est celui du financement. Et pendant qu'on dort, on est en train de perdre une guerre silencieuse. En 2021, les startups européennes ont levé plus de 100 milliards de dollars. En 2024, ce chiffre a chuté à 45 milliards. C'est presque divisé par 2. Et dans le même temps, les Américains ont continué à injecter des centaines de milliards année après année dans l'IA. Les biotech, la cybersécurité. Et pourtant, en Europe, les talents sont là. Les ingénieurs sortent des écoles, des meilleures écoles tous les jours, mais ils n'ont pas le carburant, pas l'oxygène, pas le capital nécessaire pour aller au bout de leur ambition. Alors, ils partent. Ils vendent leurs projets à la Silicon Valley. Si demain, l'IA qui va gérer les hôpitaux européens est américaine, si les logiciels de cybersécurité des ministères sont israéliens, si les sites qui surveillent nos forêts viennent d'entreprises chinoises, qu'est-ce qu'il nous reste? À quoi on sert? Où est notre pouvoir? Et dans le silence général, on est en train de devenir dépendant, faible et invisible. Parce qu'en Europe, on a encore une mentalité de conservateur. On aime la stabilité, on n'aime pas le risque. On aime investir dans l'immobilier, dans les grandes entreprises du 440, mais pas dans les innovations de rupture. La Silicon Valley, elle, mise sur les projets qui explosent ou qui échouent. C'est brutal. Mais c'est ça le progrès. Tant qu'on n'aura pas cette culture, tant qu'on ne comprendra pas que l'investissement technologique, c'est la stratégie politique, on continuera à consommer les produits du monde au lieu de les créer. Est-ce déjà trop tard? Non, mais on est sur la ligne rouge. Des pays comme l'Allemagne ou la Suède commencent à réagir. Les fonds européens se mettent lentement en place, mais si ce réveil est trop lent, on va passer d'une Europe innovante à une Europe de sous-traitance. On aura les idées, les talents, plus aucun contrôle. On dit souvent donc que l'Afrique doit se réveiller, mais aujourd'hui c'est l'Europe qui dort. Et pendant qu'elle dort, les autres avancent plus vite, plus fort,
plus stratégique. On ne perd pas la guerre avec des armes, on la perd avec des décisions invisibles, des financements absents, des générations de génies étouffés. Voilà pour cette première vidéo de ma série. Si c'est quelque chose que tu as aimé, n'hésite pas de t'abonner. Objectif, c'est les 100 000 abonnés. Dis-moi en commentaire ce que tu penses en tout cas de cette problématique actuelle aujourd'hui. Chez les jeunes riches, on ne parle pas que du business, on essaye aussi de voir clair dans ce monde obscur. Si tu as aimé cette vidéo, rassure-toi d'avoir liké et de t'être abonné sur la chaîne. Je te reviens pour un nouvel épisode.